très content de présenter notre retour d'expérience de Kotlin multiplateforme. Ça fait un peu plus de 2 ans qu'on y pense chez Cheers, pour diverses raisons qu'on va vous présenter. Nous, chez Cheers, on a fait le constat il y a 2 ans que nos applications avaient une vélocité un peu différente. Alors que les features, évidemment, sont complètement identiques, avec un legacy qui commençait à grandir, côté iOS particulièrement. Il avait été taclé sur Android. Et ce qu'on s'est posé comme question à l'époque, c'était comment est-ce qu'on tacle ces retards de livraison, ces différences de vélocité, et aussi la frustration qui sont liées pour nous comme pour les autres corps de métier, notamment le produit. Comment on regagne leur confiance pour pouvoir livrer de la qualité dans un temps qui est raisonnable. Et ça, on l'a fait en partie grâce à KMP. Et pas seulement, mais en partie grâce à Kotlin multiplateforme. Je me présente, moi c'est Alexandre Guzu, je suis staff engineer et ça fait un peu plus de 3 ans que je suis chez Cheers et je suis arrivé en tant que développeur iOS. Donc maintenant je fais un peu plus que de l'iOS, notamment du Kotlin. Et je te laisse te présenter, Guillaume. Bonjour, et moi c'est Guillaume Beloin et je suis aussi staff engineer chez Cheers, mais je viens plutôt du monde Android, donc à l'opposé. Et on a fini par travailler ensemble avec Alexandre sur les problématiques Android et iOS. Et aujourd'hui on fait même un petit peu plus que du mobile. Petit disclaimer, ceci n'est pas, je vais commencer par le du bas, ceci n'est pas un tutoriel d'intégration de Kotlin multiplateforme. JetBrains fait ça très très bien, beaucoup mieux que nous. Il y a la super doc, il y a des super vidéos et des talks dans tous les sens. Ceci est notre retour d'expérience, donc c'est vraiment ce qu'on a vécu pendant 2 ans et je pense que ce qu'on a vécu peut vous intéresser. C'est vraiment ce qu'on... Nous, on en parle depuis longtemps de partager ça parce qu'on a remarqué quand même qu'on est allé assez loin dans le partage de logique et on va vous expliquer comment. Petit rappel pour ceux qui ne savent pas, chez Cheers on fait de l'impression et on imprime des sourires. Donc on imprime des albums, des prints, des magnets, des posters, un peu tout ce que vous voulez. Et ça on le fait grâce à 3 fronts, Android, iOS et web. Et notre particularité, la particularité de Cheers, on est des imprimeurs, donc on a aussi une usine d'impression qui est à Gennevilliers, pas très loin. Et on fait partie du groupe CV, que vous connaissez peut-être. Ils ont pas mal de bornes d'impression dans les supermarchés, tout ça, mais c'est aussi un groupe qui a un site et une renommée assez grande en Europe. Avec une usine qu'on visite tous les ans pour les CV Days, les Innovation Days, à Oldenburg en Allemagne. Ils ont aussi des usines en France, à Rennes, à Montpellier, etc. Donc ça, c'est un peu notre particularité du métier. Là, on est en 2023 et je vais vous poser un petit peu le contexte. Donc on est 2 teams app avec 4 devs, 1 lead sur chaque et 3 squads répartis à chaque fois entre 1 et 2 développeurs. Et ça se présente à peu près comme ça, on est en full Swift, on a pas mal de SwiftUI sur iOS, et c'est là que le bas blesse un petit peu, c'est qu'on a pas mal d'architectures différentes sur notre stack iOS, entre du MVC un peu legacy, du MVP, du MVVM coordinator, voire même du Redux, maison, pré-TCA, et qui n'existe plus, mais qui était là du coup. Et tout ça, ça apporte quand même de la dette technique à une heure où la simplicité du code ou les bonnes pratiques n'étaient pas forcément la priorité. Côté Android, c'est un peu mieux côté dette technique. Ça a été taclé, on est en grande majorité, voire totalement en MVVM, avec beaucoup de compos aussi, donc un peu plus en avance. Du coup, le constat, il est, même si ça marche, même si des features sont livrées, on constate des choses qu'on aimerait quand même améliorer, notamment la communication entre équipes. Ce qu'on constate, c'est que nos équipes sont très très silotées, jusqu'à avoir des points de synchronisation juste entre Android et entre iOS. La communication qui n'est pas folle dans les points de conception, etc. Et ça, on veut vraiment le travailler.
Et comme je vous ai exposé, on a pas mal d'architecture sur iOS en parallèle, donc ça facilite pas du tout le boulot des devs. Et à côté de ça, on a l'architecture Android qui est un peu plus saine. Conséquence, comme j'ai dit, conception, implémentation divergente, des features qui ne sont pas livrées exactement au même moment, ou voire en retard, et surtout, et ça c'est pas ouf, une perte de confiance du produit, et je le vois qui rigole derrière. Et ça c'est pas ce qu'on veut, parce que nous on veut être au service du produit, on veut faciliter leur travail et pas du tout être un frein. Donc là ça commence vraiment à poser problème. Superbe équation, divergence plus legacy, moins de qualité, moins de vélocité. Comment on résout ça? Nous on a décidé, on s'est fait la réflexion d'attaquer la divergence sur deux fronts. D'abord technique, avec une unification de l'architecture, donc de nos 4-5 architectures différentes, on en vise une dans laquelle on croit, qui est éprouvée, et c'est du MVVM. Et à côté de ça, au jour le jour, un travail d'alignement plus technique, plus dans le code, avec des conventions de nommage qui sont identiques. On nomme de la même manière nos variables en général, nos classes, etc., pour pouvoir avoir le même vocabulaire. La même chose sur les structures de données, ce qu'on met dedans, et last but not least, les interfaces, donc comment on communique avec nos couches d'abstraction. Ça, on veut parler de la même chose. Le deuxième front, il va être humain, avec pas mal de choses qu'on pousse au jour le jour aussi, mais pas techniques. Donc, de la relecture de paires croisées, ça, on y croit vachement. Les devs iOS doivent pouvoir au moins relire, voir ce qui se passe côté Android et inversement. On doit pouvoir critiquer, demander et challenger entre les plateformes. Pareil, l'unification des flows Git, PR et CI. On veut de la collaboration sur Android et iOS en même temps, sur des features qui sont évidemment identiques. On unifie nos points de synchronisation et nos points d'atelier entre app mobile et voire même entre web et back. Suite à une réorga, on a maintenant un engineering manager pour l'équipe mobile dans son intégralité. Donc ça aussi, ça aide quand même à la cohésion. Et enfin, ces derniers temps, on a fait le choix de faire des recrutements de profils curieux. Donc pas forcément des devs iOS, par exemple, qui sont à fond uniquement dans le DevOS, qui ne jurent que par ça. Recruter des devs qui ont plus le mindset software engineer plutôt que dev app, on trouve que c'est hyper important. On parle toujours pas de KMP, si vous avez remarqué, parce qu'il y a plein d'autres choses en fait, qu'on peut faire aussi pour faire de l'uniformisation. À côté de ça, on a des facilitateurs. Tout ce qui va nous aider à côté de nos engagements, enfin de ce qu'on veut pousser, notamment pousser des bonnes pratiques. Et ça, on y croit beaucoup. On pense que les bonnes pratiques, les design patterns, le clean code, clean archi doivent être connus. Et pour ça, on fait souvent des ateliers techniques. Voilà, on parle d'un design pattern, on parle de la clean archi, etc. Et hyper important, comme je vous l'ai dit, le mindset software engineer avec des développeurs qui sont moteurs dans cette voilà, visée-là. Quel constat après tout ça? On remarque quand même un regain de maîtrise sur ces blocs techniques qui étaient un peu perdus. On a fait des gros chantiers de refacto avec toutes ces techniques-là. Nous, on est une application, on est des applications qui uploadent beaucoup de photos sur nos serveurs. Donc ça marchait pas. On l'a refait complètement. Là, ça marche beaucoup mieux. On a remarqué beaucoup moins de bugs, beaucoup moins de retours clients. Donc on sait que ça marche sur ces blocs techniques-là. Et voilà, comme je vous ai dit, vélocité, réduction de bugs. Mais au bout d'un moment, si on fait rien, ou bien si on laisse passer des petits trucs, des petites paires à droite à gauche, on voit des divergences qui reviennent. Et là, on se demande comment est-ce qu'on peut figer cette uniformisation-là et figer j'ai mal retenu mon code, c'est perdurer l'uniformisation. Et là, je vais laisser Guillaume en parler. Merci déjà, Alexandre.
On pense que tout ce qu'on a vu avant, on voulait le mettre parce qu'on pense que c'est un peu un prérequis en réalité pour pouvoir travailler en tant qu'équipe mobile. Donc la technologie, c'est bien. Vous savez qu'on va parler de KMP, mais qu'il existe d'autres technologies. Mais on pense que justement ce travail d'équipe, de faire une équipe mobile Android iOS, c'est un prérequis pour pouvoir bien travailler avec une technologie multiplateforme. Et donc, on s'est posé là quand même la question de qu'est-ce qu'on fait pour notre uniformisation. On sait que vous voulez faire un changement technologique, mais du coup, qu'est-ce qui était important pour nous? Ce qui était important, c'était garder l'identité visuelle. On voulait vraiment que l'UI reste une UI native, avec un ressenti natif. Et du coup, la partie SwiftUI, notamment sur iOS, on voulait vraiment qu'iOS ait un feeling natif, parce que c'est 50% de notre marché. Et que iOS ont ce besoin en plus d'avoir du natif, d'avoir ce ressenti natif. Donc c'est quelque chose qu'on voulait absolument garder. Donc c'était un choix important dans notre choix technologique. On voulait que ce soit pas trop compliqué et qu'on puisse réutiliser des connaissances qu'on avait déjà en interne, donc que ce soit Android ou web, ou iOS en réalité, et que ça soit un support supporté sur le long terme. On voulait pas que ce soit une technologie qui meurt d'ici 1 an, 2 ans, ou que ce soit pas trop utilisée. On voulait vraiment que la technologie vive bien dans le temps. Et donc on a pris 3 technologies qui sont un peu les technos les plus connues côté mobile. Donc Flutter, KMP et React Native. Dans l'ordre, c'est plutôt React Native le plus ancien, Flutter puis KMP. Flutter, ce qui est intéressant, c'est que ça va permettre d'avoir une application complètement uniforme, que ce soit sur la partie UI et logique métier. Mais la problématique, c'est qu'on va avoir une UI qui ne va pas avoir ce ressenti natif. Et du coup, ça va poser un gros problème, on ne veut pas de ça. Sur React Native, là en plus on a la compétence interne du React qu'on a côté web, donc ça aurait pu être utile. Et en React Native, vu que c'est un affichage qui se fait avec des composants quand même natifs, on peut recréer des comportements natifs. Mais en réalité, il y a une problématique, c'est que Flutter et React Native, ça demande de refaire l'application. Quelque chose qu'on ne voulait pas faire. Même si avec Flutter, on peut refaire des écrans par-ci par-là dans une application native, mais si à la fin, on est quand même obligé de refaire l'application complète pour avoir toute la partie logique métier. Et en fait, c'est là où KMP est différent. C'est qu'il nous permet d'être beaucoup plus itératif et de garder notre UI native. Donc côté Android et iOS, on peut garder notre UI native. On peut faire un changement itératif. Donc on ne va pas refaire une nouvelle application avec la complexité de tout recréer depuis zéro et de ne pas savoir combien de temps ça va faire pour arriver au même niveau où on était aujourd'hui. Et donc pas pouvoir durant ce temps-là créer des nouvelles features. Qui est du coup le gros avantage qu'il a par rapport aux autres technologies que j'ai citées. Et vu que KMP, dans sa façon de fonctionner, toute la logique métier doit être décorrélée des plateformes, ça pousse aux bonnes pratiques parce que ça pousse à ne pas avoir de contexte, par exemple, pour les devs Android ici, dans la partie KMP, et donc de s'assurer que la logique reste que de la logique métier. On trouve aussi que Kotlin, c'est un langage très proche de Swift, que les deux langages sont des langages assez récents et assez similaires en réalité. C'est surtout des différences liées sur la PO, les structs et un petit peu sur la partie asynchrone. Mais sinon, c'est des langages qui se lisent très bien et qui sont qui se ressemblent énormément. Et on sait que KMP est supporté à la fois par JetBrains, par Google, et on l'a vu à la KotlinConf aussi maintenant par Meta. Ce qui nous rassure du coup en plus, parce que du coup dans le changement, ça montre qu'il y a de plus en plus de gens qui s'intéressent à cette technologie-là et qui la supportent. On ne le savait pas à l'époque, mais du coup ça nous rassure encore plus aujourd'hui. Du coup, KMP, comment est-ce qu'il fonctionne? Très rapidement pour ceux qui ne connaissent pas. La partie SwiftUI et Compose, du coup, c'est notre UI qui existe déjà. Et en fait, c'est même notre application Android et iOS qui reste inchangée. Et c'est juste, on va rajouter une couche qui est une couche Kotlin Multiplatform, du coup écrite en Kotlin, qui est la logique métier qui va pouvoir être utilisée directement dans notre application Android et directement dans notre application iOS. Elle a aussi quand même la spécificité de pouvoir directement parler aux API natives Android et aux API natives iOS. C'est-à-dire que ici, si je veux quelque chose qui va, une fonctionnalité comme le Bluetooth qui est liée directement au fonctionnement du Bluetooth sur Android et iOS, on va devoir créer 2 fois la logique spécifique de la gestion du Bluetooth en Kotlin, mais en communiquant directement avec les API natives Android et iOS.
Et du coup, ça permet d'avoir toute la logique en Kotlin, hein, et d'avoir quelques petites spécificités qui sont importantes, quand même écrites en Kotlin, mais spécifiques pour Android et spécifiques pour iOS. Comment est-ce qu'on a fait pour faire la validation KMP? En fait, tout d'abord, on a créé un petit projet, tout simple, pour voir comment est-ce qu'on se sentait vis-à-vis de ce projet. Nous, on a plutôt bien aimé, donc on a fait une présentation. On a fait une présentation de tout ce qu'on pouvait faire en KMP. Et d'ailleurs, dans cette présentation, on avait quand même un retour un peu frileux de la partie iOS. Beaucoup moins de la partie Android, mais bon, je pense que vous en doutez. Mais en réalité, la prochaine étape, c'était justement un peu comment est-ce que ça s'intégrerait dans notre application. Donc on n'a pas directement codé en KMP, on s'est dit, ok, comment est-ce qu'on fait pour que ça fonctionne dans notre application Android et comment est-ce qu'on fait pour que ça fonctionne dans notre application iOS. Donc ici, on a fait le test d'intégration du coup dans les deux codes de nos plateformes. Et après, c'est comment est-ce qu'on travaille ensemble, comment est-ce qu'on organise notre repository de code pour que nos deux équipes travaillent ensemble. Si je peux me permettre, sur le retour un peu frileux des devs iOS, c'est aussi parce que Guillaume, ici présent, est allé très loin dans le partage, jusqu'à pousser jusqu'au bout du view model. Et ça peut faire un peu peur lors d'une présentation vers des devs iOS. En réalité, aujourd'hui, on ne va pas du tout jusqu'au view model. Et ça nous suffit. Et c'est ça aussi qui est bien avec KMP, c'est qu'on peut choisir ce qu'on veut partager. Complètement. Et du coup, retour d'expérience, si vous faites une présentation KMP, ne parlez pas des view models. Hein. Ça va rendre trop frileux les devs iOS. Du coup, sur notre stratégie d'implémentation, donc comment est-ce qu'on fait pour que notre application Android et iOS puisse parler avec du code KMP? Il y a plusieurs façons de faire. La première, c'est d'avoir un module KMP qu'on va créer et qui va avoir du coup une dépendance directe avec notre application Android. Et c'est généralement sur la partie iOS que c'est un peu plus compliqué. Du coup, pour Android, c'est du Gradle, donc comme on fait d'habitude en Android, donc il n'y a pas de difficulté spécifique. Par contre, sur iOS, ici, ce qu'on a montré, c'est qu'on peut le faire directement avec une dépendance SPM, donc Swift Package Manager, pour ceux qui connaissent un peu moins bien le monde iOS. Genre, grosso modo, c'est une lib. Donc, ils peuvent tirer directement une librairie qui est créée à partir de notre module KMP et l'utiliser dans leur code iOS sans faire de travail spécifique. Donc, c'est complètement indolore pour l'équipe iOS parce qu'ils la consomment juste comme une librairie Swift. Et la deuxième, c'est de plutôt faire en sorte que notre module KMP build directement un framework iOS qu'on peut implémenter directement dans le code iOS sans passer par une librairie et le Swift Package Manager. Et nous, chez Cheers, on recommande celle-ci. Pour nous, c'est celle qu'on a utilisée. La raison pour laquelle on a choisi cette méthode et pas la première, c'est que sur la première, déjà, pour le debugging, c'était pas possible à l'époque de débugger le Kotlin dans l'application iOS à partir d'une librairie. Mais en réalité, pour moi, la partie qui est même la plus importante, c'est qu'en fait, ça déresponsabilise l'équipe iOS et qu'ils se retrouvent à être consommateurs d'une librairie qui va être en KMP, en Kotlin, très très généralement faite par l'équipe Android. Et c'est absolument pas ce qu'on souhaitait. On souhaitait vraiment que l'équipe iOS soit motrice dans ce changement. Et en fait, le choix de la deuxième méthode, ça permet en fait de déjà débugger plus facilement, en tout cas, le code Kotlin KMP dans l'application iOS, mais surtout, ils peuvent tester directement sans devoir faire des nouvelles versions de Swift Package, etc. Donc ça simplifie beaucoup plus la façon de travailler des devs iOS et ça les implique beaucoup plus dans le changement. Et donc, nous, on le recommande parce qu'on pense vraiment que le passage en KMP se fait par une équipe iOS active dans le code KMP et Kotlin. Il y avait une autre question qu'on se posait, c'est comment est-ce qu'on va justement travailler ensemble Android et iOS au niveau du repository. Il y a plusieurs façons de faire. Une des façons de faire, c'est de garder notre repo Android, notre repo iOS et de créer un nouveau repo KMP qui du coup va permettre de communiquer avec Android, soit avec du Maven ou directement un guide submodule. Et côté iOS, comme je disais, avec du SPM ou pareil un guide submodule. On n'aime pas spécialement les guides submodules chez nous, on a eu pas mal de problématiques avec, donc on l'a écarté assez rapidement. La deuxième façon de faire aussi, c'est en fait de se dire que sur le repository Android, on va implémenter le module KMP
et qu'après, avec Android, c'est simple, c'est une implémentation directe avec Gradle, et que côté iOS, ça va être consommé par du SPM. Mais on revient un peu sur la problématique de l'équipe iOS va pas être motrice de changement, parce que le fait de mettre le code KMP dans le repo Android va faire que les devs Android vont faire le code KMP et que les devs iOS vont rester beaucoup plus en retrait vis-à-vis de ça. C'est pour ça que nous, on a fait le choix de partir sur un mono-repository. Donc on a mergé le repository Android et iOS, et dans lequel on a rajouté un module KMP à l'intérieur. On a fait passer le repository Android dans le module iOS, dans le repository iOS, pour pas... déjà, on leur demandait un gros effort, c'était pour que ce soit plus facile pour eux. Donc tout a été mergé dans le repository iOS. Et c'est à partir de là qu'on a commencé à faire notre journée avec KMP. Juste, ça me revient. Ouais, quand tu dis on recommande cette façon de faire, nous c'est peut-être à notre taille d'équipe, dans notre environnement, en tout cas ça a du sens. Je sais qu'il y a d'autres boîtes qui ne marchent pas du tout comme ça, ils ont carrément des équipes KMP parce qu'ils sont énormes, je pense à Deezer. Et eux, ça leur convient d'avoir des équipes KMP qui sont honneurs de leur code KMP à eux tout seuls, et ça a sans doute du sens pour eux. Ils n'ont pas 50 développeurs à faire switcher, etc. Donc ça, en tout cas, dans notre contexte, avec nos développeurs, c'était plutôt ce choix qu'on a voulu faire. Merci pour la précision, c'est complètement phase. Dans ce qu'on a fait pour ce passage KMP, on a travaillé par briques. Du coup, comme on disait, c'est très itératif. On a tout en haut notre brique UI qui va être du coup tout ce qui va être lié aux écrans qu'on affiche, donc aussi proche des vModel, etc. Et ce qu'on voit en fait, c'est qu'on commence par les couches basses. Donc on a commencé par le logging, le tracking et les couches API. La raison pour laquelle on a fait ça, c'est parce qu'en fait, tout ce qui est le plus éloigné de l'UI est beaucoup plus proche de la logique métier et qui est facilement qui est possible facilement de passer en KMP, et qui en plus vont permettre de débloquer par la suite le passage en KMP des autres modules sans devoir faire des interfaces de partout avec des implémentations spécifiques Swift et Android. On a continué d'ailleurs après sur la base donnée, donc on a passé toute la base donnée Cheers en KMP avec SQLDelite. On avait des problématiques sur iOS avec les migrations. On avait beaucoup de mal à gérer nos migrations BDD côté iOS. Maintenant, tout est en SQL, donc c'est beaucoup plus simple à gérer. Et du coup, on a le même système entre Android et iOS. Et on a commencé à toucher aux interfaces, ce qui nous a permis aujourd'hui, en 2025, d'avoir passé beaucoup de nos interfaces. Le catalogue Cheers, là on a tous nos produits, est passé aussi en KMP. Et on travaille aujourd'hui sur la partie customisation de nos produits et la gestion des users. Donc en fait, sur les 1 an et demi où on a beaucoup travaillé sur KMP, on a pris toutes les couches les plus basses et on est remonté pour unifier le plus possible notre logique métier, du coup, sans impacter l'UI et en impactant pas trop la roadmap comparé à faire un Big Bang où on aurait dû refaire toute l'application. Je dis pas trop par rapport. Et du coup, on a quand même plusieurs challenges. Ouais, c'était pas de tout repos, je veux bien. Ouais, merci. Donc, on va on va vous parler de 4 gros challenges qu'on a eu, en commençant par l'intégration multi-framework iOS. Alors, je sais pas si ça va vous parler. Sur iOS, on modularise notre code via des frameworks. Les frameworks étant un peu c'est nos modules, quoi. On est tombé sur un truc plutôt sympa où on commence à faire notre première itération de code KMP. Ça passe, on teste, c'est trop bien. On essaie de publier sur l'App Store Connect. Et là, petit mail d'Apple qui te dit gars, t'as pas le droit de signer des frameworks dans d'autres frameworks signés. Tout un truc de signature, de sécurité, etc. Parce que c'est pas du tout prévu pour ça à la base. Et merci à la personne sur Stack Overflow avec un upvote qui nous a sorti la commande Gradle à écrire pour faire passer et pour linker uniquement, et pas linker et signer, si ça vous parle, notre module KMP dans notre module principal. Quand vous allez dans Xcode et que vous voyez toute la liste des dépendances de votre module principal, vous voyez embed and sign ou just embed ou un truc comme ça. Et là, notre problème, c'est qu'on embedait et signait notre module KMP là-dedans.
grâce à une commande Gradle de l'espace, on a pu intégrer. Aujourd'hui, c'est même plus un problème parce qu'il y a une commande Gradle faite par JetBrains du coup pour intégrer KMP directement. On n'a pas encore essayé, tant que ça marche, on touche pas. Et ouais, ce que j'ai oublié, la modularisation SPM, qui aurait peut-être pu nous sauver à l'époque. Enfin, sur ce petit problème-là, on n'a pas encore exploré. Notre code n'est pas modularisé en SPM dans nos features, donc à voir. Deuxième petit challenge, c'était notre modularisation KMP. Donc sur Android, des dépendances classiques, on les utilise directement via Gradle, c'est OK. Là où sur iOS, si on fait la même chose, au bout d'un moment, on va avoir un problème de duplication de dépendance. C'est-à-dire que si vos modules KMP dépendent d'autres modules KMP, eh bien, ça va poser un problème sur iOS parce que il est un peu naïf / bête. Il va importer à chaque fois les modules en double. Donc, si vous avez deux modules qui dépendent d'un seul, eh ben, ce seul-là, il va être dupliqué. Donc pas chouette. Ce que JetBrains recommande, c'est de faire un module umbrella. Donc un module qui va hériter directement de tous les modules KMP et qui va être généré dans un framework umbrella qui est déclenché par le build iOS via une commande Gradle. Ce qui fait que vous n'aurez qu'une seule fois vos dépendances, vos classes, etc. Le problème avec ça, c'est que vous perdez un peu le côté modularisation de votre code sur iOS et vous avez accès à absolument tout le code KMP, peu importe le module dans lequel vous êtes. Mais, cependant, ça va peut-être sans doute plus être le cas avec Swift Export que JetBrains a présenté à la Kotlin Conf un peu plus en détail cette année. Donc on croise les doigts pour... Vas-y, tu veux la poser via micro? Ouais, quand le code est compilé pour iOS, tout le code public est exporté. Techniquement, il faut juste changer la visibilité pour empêcher qu'il soit exporté. C'est juste ça en fait, en KMP. C'est pour ça qu'en fait, des fois, le umbrella header il est énorme, donc il y a beaucoup trop de choses inutiles, parce que tout le code est public, tout le code le framework est public. Il y a juste à le passer en internal pour éviter que ça soit exporté. Un peu, en fait, l'inverse de Swift, tout est internal par défaut, il faut le mettre public. En Kotlin, c'est l'inverse, tout est public, il faut passer en internal pour ne pas le rendre accessible, pour l'exporter. Je ne sais pas si vous avez pensé à ce genre de choses ou pas. À tester, je ne sais pas, là te répondre, mais merci pour l'idée. On en reparle après. Trop chaud. Troisième petit challenge, le debugging. Forcément, débugger du code KMP, Kotlin en iOS, c'est pas intégré, tout simplement. Heureusement, il y a des gens très très intelligents chez TouchLab qui ont développé le plugin Xcode Kotlin qui permet de mettre des points d'arrêt directement dans Xcode et de voir ce qui se passe dans votre code. Malheureusement, bon, c'est un peu fouillé à gauche, mais au moins on peut avoir dans des cas très particuliers où il faut diguer dans le code Kotlin. En fait, on s'est rendu compte pas si souvent, enfin, de mon expérience, il y a d'autres devs qui peut-être n'ont pas le même avis, qui vont en voir souvent. En tout cas, moi, je l'ai utilisé peut-être une fois ou deux, mais très très cool, très cool de pouvoir faire ça. Dernier challenge, et encore une fois, grâce à TouchLab, on peut faire des choses plutôt chouettes, c'est l'interopérabilité Swift. Comme vous le savez, peut-être, KMP génère que du code Objective-C, et du coup, il a accès aux API natives uniquement disponibles en Objective-C. Du coup, on perd pas mal de choses. On perd les enums, par exemple. On perd les enums. C'est pas très exact, on les a, mais pas en tant qu'enum exhaustive, c'est-à-dire qu'il faut toujours mettre un case default à la fin pour tous nos enums. Ça nous embête beaucoup. Heureusement, le wrapper Swift est là de Sky. On perd aussi pas mal de fonctionnalités des types primitifs. Par exemple, la nullabilité sur les int, sur les longs et tout ça. Et ça, pareil, c'est pas extraordinaire. Et on a eu aussi un autre gain à utiliser Sky, c'est sur les flows.
sans Sky, on doit mettre tous nos calls asynchrones sur le main thread, et c'est ensuite Kotlin qui gère la répartition dans les threads. Ça, c'est relou. Et Sky permet de ne pas tout mettre sur le main thread. Je ne sais pas comment. Mais ça, c'est un gros gain aussi qu'on a vu. Encore une petite remarque. Sky permet aussi de rendre cancellable le coroutine, alors que par défaut, il ne l'est pas. Ok, C'est surtout ça, en fait, qui compte. d'accord. Ça permet de rendre cancellable la coroutine. Top. C'est un petit détail, mais ça Ouais, ça marche. Tout ce qu'on n'aime pas avec Sky au final, c'est qu'on se couple avec une librairie tierce, et ça, on essaie d'éviter. Encore une fois, résolu par Swift Export. Donc on a hâte de passer à ça. Petit résumé sur ce que nous a apporté KMP au final. J'avais oublié qu'on avait fait ça, c'est trop mignon. On a vu quand même une résolution progressive de la dette. Ça, on ne peut pas le nier. Comme on l'a dit, ça fiche beaucoup de choses dans notre code et ça permet d'éviter les déviations, voilà, déviations dans du code. Et surtout, on a remarqué une collaboration qui est beaucoup plus active entre les deux plateformes. Et ça, on en est plutôt très content et plutôt fier. Tout en ayant une montée en compétences sur des deux types de développeurs sur l'autre plateforme. Ça, c'est trop bien. Des temps de dev plus courts, voire presque nuls. Des développements qui sont développés une fois en Kotlin, qui sont mis en KMP et qui ont juste à être implémentés en iOS. Ça, c'est arrivé et ça nous fait très plaisir. Et de plus en plus des features développées et shippées en même temps. Et un regain des PM, un regain de confiance des PM, et vous pourrez leur en parler si vous voulez, pour livrer de la valeur dans un temps raisonnable. D'autres conséquences à nuancer. Alors, des départs côté iOS. On a eu des départs côté iOS depuis qu'on a implémenté KMP. Cependant, c'est un départ, c'est toujours une multitude de raisons. C'est des gens qui ont terminé un peu leur cycle, qui veulent voir ailleurs, etc. C'était des gens qui n'étaient pas forcément super intéressés par cette partie code partagé. Donc ça a pu jouer dans la balance, mais on pense vraiment pas que c'était un deal breaker pour eux. Vraiment. On reste avec une stack iOS qui est grande majorité du Swift et de l'iOS, avec une UI qui reste native. Donc on pense vraiment pas que c'était de la raison, mais bon. Voilà, faut y penser si dans vos équipes vous avez des gens hyper fervents et complètement contre ce côté code partagé. Et beaucoup plus positif, on a remarqué un bel engouement quand même de la part des autres corps de métier. On a présenté, nous, cette partie KMP de code partagé à notre usine, parce qu'on fait des apéros démos où on leur présente un peu nos dernières réalisations tech. Et eux-mêmes étaient super curieux et intéressés, donc des choses plutôt sympas. Qu'est-ce qu'on va faire ensuite? Comme disait Guillaume, on va focus sur la gestion de l'édition de produits, donc la partie customisation, et là c'est vraiment notre cœur de métier. Pouvoir mettre des photos dans des cases et ensuite ça fait un album, ça c'est ce pourquoi l'application est faite. Donc passer ça en logique partagée, ça va nous simplifier énormément la vie, ça va clairement nous réduire les bugs et augmenter la valeur qu'on apporte aux clients. Toujours de la migration de logique, des briques qui sont un peu autour, et enfin une étude de KMP pour le web avec Kotlin.js qu'on a commencé, qu'on n'a pas forcément terminé, mais qui était hyper prometteuse. Donc on a hâte aussi de voir ce que ça donne. Et je vous remercie. Merci. J'en aurais une. Donc là, vous parlez uniquement de Android et iOS, mais KMP permet aussi du web. Est-ce que vous avez exploré cette piste-là? Bah ouais, justement. Alors je te laisse en parler parce que c'était plus toi. Oui, du coup, on a regardé un petit peu pour Kotlin.js. Ce qu'on a voulu faire, c'est justement la partie logique métier. Notre équipe web est assez intéressée en réalité par cette partie Kotlin.js parce que tous les calculs qui sont un peu relous à faire de façon permanente et qui peuvent être différents entre les plateformes, ça les intéresse que ça ce soit commun.
Comme ça, on ne le refait pas plusieurs fois et on n'a pas des risques d'avoir des calculs qui sont différents. La raison pour laquelle on n'est pas allé jusqu'au bout, c'est qu'on le faisait avec TypeScript et on avait une problématique avec les types et l'autocomplétion liée à ces types. Mais on pense que c'était soit un problème de configuration de notre côté parce qu'on n'a pas pris assez de temps pour pousser le truc, soit qu'il y avait encore des choses qui manquaient. Ça date d'1 an quand même, hein. Donc il y a peut-être beaucoup de choses qui sont passées depuis. Mais c'est quelque chose qu'on va re-explorer pour voir justement est-ce que c'est dans un meilleur état ou est-ce qu'on va prendre plus de temps pour pas avoir ces problèmes de configuration si jamais le problème c'était nous. Vous avez parlé de Kotlin.js pour les autres possibilités. Il y a du Kotlin, il y a du desktop qui est possible aussi. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez envisagé? Et pour le web, il y a Kotlin.js, il y a aussi Kotlin WASM. Est-ce que c'est des pistes aussi que vous avez explorées ou pas? Alors pour Kotlin WASM, on ne compte pas y aller spécifiquement parce qu'on a déjà une application web en React.js. Si on fait du WASM, ça va être plutôt du Compose, donc ça va être plutôt réécrire toute notre site web en réalité. Donc oui, on pourra partager même la partie UI avec Android, mais c'est quand même un retravail très 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 gros. On va se retrouver un peu sur les mêmes problématiques qu'on avait avec Flutter ou React Native, donc c'est pas quelque chose qu'on souhaite. Et pour la partie desktop, si jamais on voulait faire une application desktop, je pense que c'est quelque chose qui nous intéresserait. En réalité, on en a déjà parlé un petit peu, mais il n'y a rien d'officiel côté Cheers. Mais on sait que ce serait une possibilité parce que ça permettrait de partager l'UI Android et desktop, hein, et en même temps réutiliser aussi la partie KMP avec iOS et potentiellement JS. Donc on pourrait partager la partie logique entre nos plateformes et la partie UI avec le desktop. Mais comme on n'a pas vraiment un projet desktop tout de suite, on ne compte pas spécialement en faire. Du coup, tu as parlé d'UI et Compose multiplateforme. Vous l'envisagez? Vous avez déjà étudié? Vous en êtes pour revenir un peu à nos prérequis, c'était quand même avoir une UI avec un feeling natif, hein. On a fait un petit peu en perso, en test, du Compose multiplateforme, et autant sur les animations, transitions, scroll, etc., qui sont des problématiques qu'on a généralement avec Flutter, par exemple, même si c'est le même moteur, ils arrivent à avoir un truc beaucoup mieux fait. Par contre, on a quand même la problématique où c'est du Sky, donc derrière, ça va être une réécriture pixel par pixel comme un 2D engine, hein, en réalité. Donc, c'est-à-dire qu'il va falloir refaire les comportements iOS. Et là, avec les changements, c'est la WWDC, avec les changements d'iOS vis-à-vis de l'UI, ça ne me paraît pas un super plan pour nous, en tout cas en termes de ce qu'on souhaite faire. Ouais. Donc, même si on pense que c'est intéressant pour des applications B2B, par exemple, nous, pour notre partie B2C, on n'est pas encore convaincu qu'on ait vraiment un gain à passer à un partage d'UI. Ouais, on aime bien être indépendant des changements d'Apple aussi. Les développeurs, elles travaillent ensemble seulement en KMP, module ou partout? C'est-à-dire, par exemple, un développeur Android, il travaille aussi avec Swift ou seulement avec Kotlin? Question super intéressante d'organisation, pas seulement technique. Ouais, on a surtout des développeurs iOS en ce moment qui font du Kotlin, du Swift, pardon. Un peu moins de développeurs Android. Qu'est-ce que j'ai dit? On a beaucoup de développeurs iOS qui font du Kotlin, peu de développeurs Android qui font du Swift. C'était ça ta question? C'est ça? C'était ça ta question? Ouais. Ouais, il y a plus besoin au final de faire du Kotlin maintenant que de faire du Swift. Malgré que voilà, il y a des devs Android, notamment les plus fervents défenseurs et trolls de la plateforme qui font des rebases, qui font des choses comme ça pour faire avancer l'autre plateforme. Donc voilà. Mais c'est ça qui est cool, c'est que justement il n'y a plus de silos et c'était ça l'objectif à la base. Mais on pense que c'est super important que les devs Android fassent du Swift. Oui. Que ça aide pas que dans un seul sens. Carrément. Et que ce soit pas que les devs iOS qui fassent du KMP, du Kotlin. Hein. On pense vraiment que les devs Android doivent aussi faire du Swift. Et donc faire une implémentation KMP, c'est potentiellement dire aussi, je vais jusqu'au bout et je fais aussi l'implémentation iOS. C'est l'occasion. Ouais. On est un peu plus dans ce mindset-là.
Si on a eu des problèmes niveau sécurité, tu penses à quoi comme problème? Ou des ouais. Sécurité, non, je t'avoue, non. Non. donc c'est bon, vas-y. Ouais. Tu peux faire du KMP du coup. Ouais, vas-y. Au niveau de la sécurité, tu veux dire à partir de la static analyse, DAST, SAS, des choses comme ça, au niveau de la sécurité, au niveau du binaire généré, ou de la sécurité en général? En général. Parce que en général, c'est compliqué parce que j'ai essayé d'étudier le sujet, les outils comme OBSF qui permettent d'analyser le binaire, vérifier les sécurités. Malheureusement, l'impression qu'il y a peut-être des faux positifs, on ne sait pas trop. Voilà. Mais par exemple, les outils, si vous travaillez sur des outils de sécurité comme Verimatrix ou d'autres, vous pouvez peut-être avoir des problèmes parce qu'en fait, les outils que j'utilise ne sont pas spécifiques, ne sont pas compatibles avec KMP, avec le code iOS KMP. Peut-être certaines features ne passeront pas. Donc c'est toujours un peu compliqué ce soir.